En France, un petit village attire les chasseurs de trésors depuis des décennies. Rennes-le-Château est un des endroits les plus mystérieux du monde. C'est un pot pourri de trésors cachés, de codes secrets, de conspirations. À la fin du 19e siècle, l'abbé de Rennes-le-Château, Béranger Saunière, est devenu incroyablement riche sans que personne ne comprenne pourquoi. Le mystère réside dans l'origine de sa fortune. Selon certains, l'abbé aurait déterré un trésor enfoui. Mais d'autres affirment qu'il aurait découvert un terrible secret, capable d'ébranler les fondements même de l'Église catholique. Et ça, c'est une vérité. Saunière, c'est l'arbre qui cache la forêt. La manière dont Saunière a fait fortune n'est qu'un détail de cette histoire. Il y a des mystères bien plus profonds. Voici l'histoire du trésor de Rennes-le-Château. Dans l'Aude, dans le sud de la France, au pied des Pyrénées, se trouve le village de Rennes-le-Château. Nous sommes en 1953. Une femme est sur son lit de mort. Marie Desnarnaud est très malade et ses jours sont comptés. Son ami Noël Corbu l'accompagne dans ses derniers instants et écoute ses dernières paroles. Elle a dit « Je sais que je vais mourir. Et juste avant de rendre mon dernier souffle, je vous confierai un secret qui fera de vous un homme riche et célèbre. » Elle lui a promis de lui révéler la clé d'une fortune fabuleuse. Noël Corbu est assis à côté du lit et il attend fébrilement qu'elle retrouve suffisamment de force pour lui révéler le secret. Ce secret concerne l'existence d'un trésor découvert par son amant, Béranger Saunière, 70 ans auparavant. Tout commence lorsque le jeune Béranger Saunière est nommé à la cure de Rennes-le-Château. Quand il arrive à Rennes-le-Château en 1885, il découvre qu'on l'a envoyé dans un petit village pauvre et perdu dans les collines. Le jeune prêtre qui a pour ambition de gravir les échelons de la hiérarchie ecclésiastique est déçu par cette affectation. Le village compte environ 300 habitants. Il tombe en ruine. Il n'y a pas d'eau et le sentier qui y conduit est en mauvais état. L'église est particulièrement délabrée. Il y a une fuite dans le toit. Les oiseaux ont envahi le bâtiment parce que les vitres sont cassées et parce qu'il y a des trous partout. L'endroit est totalement inhabitable. À l'origine, l'église était une chapelle privée à l'usage des seigneurs de Rennes-le-Château. Ces derniers résidaient dans le château situé juste à côté, celui qui a donné son nom au village. Comme de nombreuses églises de la région, elle est dédiée à Marie-Madeleine. Un détail qui intrigue le nouvel arrivant. Saunière était, comment dire, épris de Marie-Madeleine. Et si l'église est dédiée à Marie-Madeleine, c'est parce que dans cette région de France, les habitants lui vouent une sorte de culte spécifique.
Depuis des millénaires, le rôle qu'a tenu Marie-Madeleine dans la vie du Christ est le sujet de nombreuses controverses. La Bible raconte qu'elle est la seule personne à avoir assisté à la fois à la crucifixion et à la résurrection du Christ. Mais Marie-Madeleine est totalement absente du Nouveau Testament. Certaines légendes affirment qu'elle se serait réfugiée en France, emportant avec elle le Saint Graal, la coupe dans laquelle le Christ aurait bu lors de la scène. Nous, dans le pays, il y a une grosse tradition là-dessus depuis des siècles que Marie arrive là. L'idée, c'est que Marie-Madeleine, hein, comme beaucoup de personnes persécutées en Palestine, elle s'enfuit. Elle s'enfuit pour aller se réfugier à Narbonne. Le mythe selon lequel elle aurait vécu dans le sud de la France s'est propagé ici au cours de l'époque médiévale. Au XIIe siècle, les Cathares, une secte désignée comme hérétique par l'Église catholique, vénèrent Marie-Madeleine. Ils protègent son fabuleux trésor, un trésor qui renferme peut-être même le Saint Graal. Et beaucoup de mystères sont apparus à cette époque-là. Il y a eu les Cathares, il y a eu les Templiers, il y a eu le Graal également, et c'est pour ça qu'elle est, elle est très importante pour tous les mythes. La répression de l'Église catholique à l'encontre des Cathares est sans merci. Mais leur trésor ne sera jamais découvert. Un homme connaît parfaitement les mythes entourant Marie-Madeleine et les Cathares, le nouvel abbé de Rennes-le-Château, Béranger Saunière. En 1885, les revenus de Saunière sont très bas. Sans argent, il ne peut rénover l'église qui tombe en ruine. De nombreux prêtres à cette époque vivent dans le dénuement. Mais à la surprise générale, il parvient à financer des travaux de réfection pour son église. Et malgré son maigre salaire, il semble avoir suffisamment d'argent pour engager une jeune servante, Marie Desnarnaud. La relation entre Saunière et Marie Desnarnaud dépasse la relation habituelle entre un prêtre et sa gouvernante. Elle devient la servante de Saunière, mais aussi son amie intime, jusqu'à la fin de ses jours. C'est trop ça, hein? En 1886, Saunière affirme avoir reçu une généreuse donation d'une comtesse pour rénover l'église en ruine. Mais alors que commencent les travaux, un événement va transformer l'existence de Saunière, alors modeste prêtre de campagne. Et pendant les travaux, il y a le carillonneur, tous les jours il allait sonner les cloches. Et il descend dans les chantiers Le Gravat et il voit un pilier de bois qui tenait la chaire, il était par terre et il était ouvert. Et il voit comme une petite bouteille en verre, une petite fiole. Il ramasse la fiole et il voit un papier dedans. L'arrière-petit-fils du carillonneur, Antoine Captier, possède encore le pilier dans lequel aurait été découvert la fiole. Donc il a raconté largement que lorsqu'il a trouvé, lui, un document dans un balustre en bois, c'est-à-dire ce document c'était un simple bout de parchemin. En revanche, le document et la fiole, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, puisque mon arrière-grand-père l'a porté à l'abbé Saunière. Et donc, qu'il a simplement dit que c'était probablement des reliques. Saunière emporte le parchemin afin de l'examiner.
Il semblerait qu'il s'agisse en réalité d'une carte, indiquant la présence d'un trésor enfoui sous l'église et dans le cimetière. Saunière ordonne alors que le sol de l'église soit entièrement retourné. Les ouvriers font alors une découverte stupéfiante. C'est que peu de temps après, Saunière a trouvé une marmite remplie de pièces d'or et d'objets brillants, enfin des bijoux, des choses donc, qui ont été vues par les maçons. Donc ça a été bien sûr rapporté. Saunière met rapidement le pot de pièces d'or à l'abri en prétendant qu'elles ne valent rien. Il a voulu faire croire aux maçons que c'était des médailles de Lourdes. Enfin bon, les maçons, ils étaient naïfs, mais pas à ce point quand même. Après cette première découverte, Saunière est convaincu qu'il reste une partie du trésor enfouie dans le cimetière et dans la crypte appelée le tombeau des seigneurs. On sait par un registre que le tombeau des seigneurs existe. On sait, mais on ne sait pas exactement l'endroit. Et je pense que cette petite fiole donne l'emplacement de la crypte où se trouverait le tombeau des seigneurs. Certains pensent que le parchemin contenait une autre information qui aurait indiqué à Saunière que le tombeau des seigneurs renfermait le trésor disparu des Cathares et peut-être même le Saint Graal. Le prêtre invite sa gouvernante et désormais maîtresse, Marie Desnarnaud, à l'assister dans sa quête. Parce qu'il va fouiller la nuit, mais non pas au sein de l'église, c'est-à-dire qu'à partir du cimetière. Et il va fouiller à partir du cimetière pour essayer d'atteindre la crypte par l'extérieur. Ce sont des travaux un petit peu compliqués qu'il est obligé de faire la nuit. Et surtout au couvert des villageois. Mais rapidement, les villageois s'indignent des activités nocturnes du prêtre. Il lui reproche tout simplement de profaner les sépultures. Il creuse les tombes, il déplace les pierres tombales, il emporte même des vieux ossements pour les placer dans un ossuaire. Donc là-dessus, les gens ont bien raconté qu'effectivement, il s'enfermait à l'époque dans le cimetière, puis qu'on ne le voyait plus, il ressurgissait plusieurs heures plus tard. Donc, il cherchait quelque chose sous terre. Dans son journal, Saunière fait le récit de la nuit où il découvre le tombeau des seigneurs. Parce qu'il note tout dans ses carnets, et ces carnets que j'ai pu consulter. Et à un moment donné, il va dans ses carnets mettre en septembre 1891 découverte d'un tombeau le soir, pluie. Ce jour-là, il est rentré sous l'église et il a trouvé le tombeau des seigneurs de Rennes. Certains affirment que Saunière aurait alors mis au jour la sépulture d'un noble enterré avec son or et ses joyaux. Mais personne ne sait réellement ce que cette tombe contenait.
Donc qu'est-ce qu'il a trouvé? On n'en sait rien. Sinon, il n'y aurait pas de mystère là-dessus. On est persuadé quand même, nous, qu'il a trouvé un accès dans une tombe qui permettait d'accéder à un souterrain qui le menait quelque part. Saunière commence à s'absenter pendant de longues périodes. Et chaque fois qu'il revient, les fouilles dans le cimetière reprennent. Après la découverte du tombeau, son comportement devient vraiment étrange. Clairement, il mijote quelque chose. Je pense qu'il cherchait de l'argent. Il avait dû être attiré par une petite découverte, soit de bijoux d'un de ses seigneurs de Rennes. Mais un autre détail éveille également les soupçons des paroissiens. Chaque jour, Marie se rend au bureau de poste pour y récupérer 150 mandats postaux et les remettre à Saunière. Un secret partagé par les deux amants. Personne ne connaît le contenu de cette correspondance, mais Saunière devient alors extrêmement riche. Donc, suite au travail qu'il aurait fait pour nous à partir du souterrain dans le cimetière, là, il va pouvoir payer comptant. On trouve qu'il a environ 100 000 francs or sur ses comptes, donc c'est quelqu'un qui, d'un seul coup, a eu beaucoup d'argent. Il investit immédiatement dans la rénovation de l'église. Il refait la décoration, à son goût. Un goût étrange d'ailleurs, comme le diable sculpté soutenant le bénitier. On recense 90 anomalies, des détails surprenants ou inattendus dans une église. Par exemple, il y a quelqu'un qui porte un kilt. Qu'est-ce que ça fait dans une scène biblique ? Certains avancent que ces étranges ornements sont autant d'indices de ce que Saunière a découvert. Mais quel sens donner à la présence de deux enfants Jésus dans une même église? L'un dans les bras de Joseph, l'autre dans les bras de Marie. Quel message Saunière veut-il faire passer? La grande fresque et le bas-relief du Christ prêchant sur la colline est un bon exemple. Au pied de la colline se trouve un sac rempli d'argent. Il y a un trou sur le côté et une pièce d'or semble s'échapper. C'est comme si Saunière essayait de nous dire symboliquement, au travers de cette scène, qu'il a trouvé un trésor, qu'il en a dépensé une partie, mais que le reste du butin est intact. Selon la légende, ces détails sont des indices, comme une carte au trésor. Ils pointent vers divers endroits dans la région de Rennes-le-Château et mènent au trésor. Une fois l'église restaurée, Saunière se met à dépenser sans compter et de manière éhontée. Il achète des terrains pour y établir son domaine. Il fait bâtir une maison et il y aménage même un jardin. C'était un homme insatiable dans bien des domaines. Et les bâtiments qu'il a fait construire sont révélateurs de son goût du luxe. Saunière finance également la construction d'une petite tour surplombant la région. La tour Magdala, baptisée ainsi en l'honneur de Marie-Madeleine. Dans les somptueux jardins, il installe même une ménagerie où sont réunis des singes et des lamas. Sa nouvelle demeure, la Villa Béthanie, lui permet de faire étalage de sa richesse. Il y donne des réceptions raffinées et convie des invités prestigieux. On a retrouvé les factures de la nourriture et des boissons qu'il servait lors de ses soirées. Les sommes sont impressionnantes.
J'ai trouvé des factures de langoustes, de homards, de 50 litres de rhum qu'il fait venir directement de Martinique. Donc, on vit bien à Rennes-le-Château. Il se transforme presque en roi de Rennes-le-Château. Il fait imprimer des cartes postales du village. Et bien sûr, il s'arrange pour être sur les photographies. C'est comme s'il se prenait pour une sorte de célébrité. Il ne savait plus comment dépenser son argent. Il vivait comme un seigneur du Moyen-Âge. En tout, Saunière dépense l'équivalent de plusieurs millions d'euros de nos jours. Son train de vie semble tellement excessif que les paroissiens de Rennes-le-Château commencent à se demander d'où peut provenir une telle manne. Rapidement, les soupçons se propagent. En 1902, le nouvel évêque de Carcassonne est nommé Monseigneur de Beauséjour. C'est sous son épiscopat qu'est placée la paroisse de Saunière. Sommé d'expliquer ses dépenses extraordinaires, Saunière refuse. Qu'est-ce qui se passe? C'est une situation sérieuse. Le nouvel évêque commence à mettre son nez inquisiteur dans les affaires de Saunière. Et il lui demande de fournir des explications sur l'origine de sa fortune. Mais Saunière refuse catégoriquement. Non, juste pour le mot. Juste pour le mot. Voici les livres. Non, je ne connais pas ce 150. Saunière est suspendu et interdit de messe. Par défi, il continue à officier dans la Villa Béthanie et sa congrégation lui reste fidèle. Saunière refuse d'abandonner son domaine. Et il dit, lui, mes biens sont à Rennes, mes biens matériels sont à Rennes, j'y reste, quoi. C'est-à-dire, il va privilégier à un moment donné donc c'est bien matériel par rapport à son besoin de spiritualité. Finalement, Saunière est traduit devant l'officialité, le tribunal ecclésiastique du Vatican. Il n'assiste pas à son procès, préférant missionner des avocats pour plaider sa cause. Le procès dure 6 ans. Mais avant de connaître son issue et le verdict du jury, Saunière, qui a vécu dans l'excès, décède d'une crise cardiaque provoquée par une cirrhose du foie. Alors qu'il semblait dépenser sans compter, Saunière meurt dans le dénuement et ne possède plus une seule propriété à son nom. On raconte que pour empêcher l'Église de s'emparer de sa fortune, Saunière aurait transféré tous ses biens au nom de sa gouvernante et maîtresse, Marie Desnarnaud. Les villageois assurent qu'elle s'est rendue sur la tombe de Saunière tous les jours, matin et soir. Donc elle lui est visiblement restée très attachée. Marie finit sa vie recluse. Pourtant, on dit qu'elle est apparue une fois portant certains des bijoux que son amant aurait jadis trouvés. Elle était debout face au soleil pour faire briller les magnifiques joyaux qu'elle tenait dans les mains. Un voisin lui a dit « Marie, c'est magnifique ». Alors, elle s'est réfugiée chez elle. Et de ce jour, elle ne les a plus jamais portés. La légende de Saunière et de son incroyable découverte a parcouru le monde. Était-ce le trésor des Cathares?
Était-ce plus extraordinaire encore? Quel était le secret du mystérieux abbé de Rennes-le-Château? Une des premières réponses apportées à ce mystère date de 1946, quand près de 30 ans après le décès de Saunière, Noël Corbu et sa famille arrivent dans le village. Noël Corbu était un personnage peu ordinaire. C'était avant tout un homme d'affaires qui avait eu quelques entreprises et qui s'était aussi essayé à la littérature. Et un jour, il y a des gens, la famille Corbu, c'était des gens qui habitaient Bugarache. Et ils se promènent, ils vont à Rennes-le-Château, là, un dimanche, et ils sont au belvédère, et ils voient que c'était habité, là, le domaine. Les Corbu apprennent que ce domaine est la propriété de Marie Desnarnaud. La sœur de Noël Corbu, Claire, se souvient bien de leur rencontre. Alors la première fois que nous avons rencontré Marie, on l'a retrouvée, enfin nous les enfants, on l'a trouvée comme une grand-mère, toute habillée de noir, toute petite, mais elle était très rieuse, très souriante. Marie a passé plusieurs décennies dans la solitude. Elle est ravie de l'arrivée de ses visiteurs. Alors cette propriété plaisait à mon père parce qu'il aimait les lieux perchés, il aimait les châteaux, il aimait tout ce qui était important. Et ensuite la propriété de Marie Desnarnaud a tout à fait plu à mon père. Après plusieurs visites, Noël Corbu est tellement épris des paysages de Rennes-le-Château et du domaine de Marie qu'il lui propose de passer un accord. Il lui a dit, si nous vous acceptons comme un membre de notre famille, comme une sorte de grand-mère d'adoption, nous vous traiterons du mieux que nous pouvons. Nous serons pour vous des amis, une famille. Nous nous occuperons bien de vous. Et en échange, je vous propose de nous laisser l'usufruit de la propriété de Saunière. Marie confie alors le domaine au Corbu. Petit à petit, Noël Corbu devient son confident et elle partage avec lui les secrets qu'elle garde depuis si longtemps. Béranger Saunière était son amant et ensemble, ils ont découvert un trésor. Pourtant, elle refuse de lui dire où se trouvent ses richesses. Elle lui fait la promesse qu'elle lui dira tout, mais seulement lorsqu'elle sentira la mort toute proche. Et un jour, elle est victime d'une attaque cérébrale. Elle ne peut plus ni écrire ni parler. Noël Corbu attend fébrilement, à côté de son lit de mort, dans l'espoir qu'elle recouvre suffisamment de force pour tenir sa promesse. Marie meurt en 1953. Elle n'a pas de descendants et toute sa fortune revient au Corbu. C'est alors que prolifèrent les théories sur les dernières paroles que Marie aurait prononcées en présence de Corbu. Dans une série d'articles à sensation, Corbu annonce que Desnarnaud et Saunière ont mis la main sur un trésor inestimable. Selon lui, l'origine de cette manne inépuisable n'a aucun rapport avec Marie-Madeleine, les cathares, et encore moins le Saint Graal. Le butin était en réalité une rançon royale, cachée et finalement tombée dans l'oubli au fil des siècles.
Corbu affirme qu'au XIIIe siècle, Blanche de Castille, régente du royaume de France, aurait mis à l'abri le trésor national, 18 millions de pièces d'or enfouies sous l'église de Rennes-le-Château. Cet argent devait servir à payer la rançon pour son fils, le futur roi Louis IX, parti en croisade et capturé par les Égyptiens. Il adorait cette histoire, mon père, et puis il adorait la raconter, surtout à ses clients. Et donc, il avait fait une bande magnétique pour ne pas répéter continuellement. D'après Corbu, Marie aurait ajouté que Saunière et elle n'avaient découvert qu'une petite partie de la rançon de Blanche de Castille. Le reste serait encore enfoui sous terre. Et elle lui dit, mon bon Noël, avec ce que l'abbé a laissé, on pourrait encore nourrir Rennes pendant 100 ans. Et aussi, elle lui dit, il suffisait de se baisser pour ramasser l'or. Marie aurait confié à Corbu le véritable objet des fréquents déplacements de son maître. Saunière voyageait pour revendre le trésor petit à petit et s'envoyer de l'argent par mandat postaux. Marie s'est éteinte avant de pouvoir révéler l'information la plus capitale, l'emplacement du trésor. Ainsi, elle a emporté dans la tombe le secret de Blanche de Castille. Après la mort de Marie, Corbu n'a plus qu'une seule idée en tête, mettre la main sur le butin. Elle avait réussi à le convaincre que la terre regorgeait d'immenses richesses et qu'il n'y avait qu'à les cueillir. De ce jour, il a cherché partout. Rapidement, toute la famille Corbu est mise à contribution pour la chasse au trésor. Alors en tant qu'enfant et puis jeune fille, c'était la principale occupation, c'était notre principale occupation de chercher le trésor. Dans la nature, c'était avec mon frère aussi, c'était notre principale distraction. Le battage médiatique autour de Rennes-le-Château attire de nombreux apprentis chercheurs de trésors. Et Corbu ouvre un hôtel et un restaurant sur le domaine de Saunière afin de tirer profit de cette affluence. Ce sont surtout des chercheurs qui sont venus attirés par l'histoire de Rennes que racontait mon père. Parmi les nouveaux arrivants se trouve l'un des plus célèbres chasseurs de trésors de France. En 1958, Robert Charroux est de passage à Rennes-le-Château. Robert Charroux c'était le président du Club des chercheurs de France qui avait écrit plusieurs livres, donc qui était très connu, surtout qui avait une renommée là-dessus sur les recherches de trésors. Donc d'être à Rennes, ça a fait beaucoup de publicité, quoi. Afin de localiser le trésor, Charroux inspecte l'église et le cimetière en utilisant des détecteurs de métaux. Mais en dépit de sa grande expérience et de tout son équipement, Charroux ne parvient pas à trouver l'objet de toutes les convoitises. Pour Noël Corbu, c'est un soulagement. Je pense qu'il dit qu'il était persuadé que mon beau-père en savait beaucoup plus que ce qu'il voulait lui dire, que c'est peut-être pour ça qu'il n'avait pas abouti. La nouvelle de la chasse au trésor de Corbu et de Charroux se répand comme une traînée de poudre à travers toute la France. L'ORTF produit même une émission retraçant l'histoire de Saunière. Le degré d'implication de Corbu est tel qu'il y tient lui-même le rôle de l'abbé. Comme beaucoup d'autres chasseurs de trésors, Jean Brunelin est fasciné par la légende de Béranger Saunière. Moi, je suis d'abord chercheur de trésors
avant de m'intéresser à l'affaire de Rennes-le-Château. Et on entendait les nouvelles, un il faisait des trous d'un côté, l'autre il faisait des trous de l'autre, l'autre il avait un perforateur, il envoyait de l'air pour voir s'il sortait de l'autre côté, pour voir s'il y avait des cavités. Pendant plusieurs années, la chasse au trésor va se prolonger et des fouilles archéologiques vont même être organisées. Mais sans succès. La chasse dans Rennes-le-Château et ses environs est devenue si envahissante que le sol s'est transformé en une sorte de gruyère géant. En conséquence, en 1965, les fouilles ont été interdites. C'est alors que se produit un nouveau coup de théâtre. L'histoire connaît un tournant qui va relancer les spéculations sur l'origine de la fortune de Sonnière. L'objet du mystère ? Le parchemin découvert dans le pilier qui serait à l'origine de la quête de Sonnière. Un parchemin que tout le monde pensait perdu à jamais. En 1967, un journaliste français, Gérard de Sède, affirme que Sonnière n'a pas découvert un, mais deux parchemins. Et dans le livre qu'il publie, les deux parchemins apparaissent. La légende, qui n'était qu'une histoire régionale, est devenue un phénomène national, et même international, grâce à la publication d'un livre, L'Or de Rennes. Selon de Sède, Sonnière aurait présenté les parchemins à l'évêque de Carcassonne, qui lui aurait conseillé de les remettre aux plus hautes autorités de l'Église à Paris. De Sède écrit que Sonnière serait revenu de Paris plus riche qu'il n'aurait pu l'imaginer. Dans ce cas, l'abbé a-t-il réellement découvert un trésor ? Pierre Plantard, avec qui de Sède a écrit L'Or de Rennes, avance quelques éléments de réponse lors d'un entretien accordé à la BBC. Will the treasure of Rennes-le-Château ever be found? Ici, vous me parlez d'un trésor matériel. Ne parlons pas de trésor matériel. Disons simplement qu'il existe un secret à Rennes-le-Château. Mais si Plantard et de Sède disent vrai, et si l'abbé Sonnière n'a pas mis la main sur de l'or sonnant et trébuchant, comment est-il devenu aussi riche ? Les auteurs sont partis de l'histoire de Sonnière et de Rennes-le-Château et l'ont utilisée comme toile de fond pour une histoire qui n'avait rien à voir. De Sède et Plantard affirment que les parchemins découverts par Sonnière renfermaient un secret. La lignée du dernier roi de la dynastie mérovingienne, Dagobert II, n'était pas éteinte, et une organisation secrète appelée le Prieuré de Sion avait été créée pour la protéger. Quelques années plus tard, l'auteur britannique Henry Lincoln déclare avoir également décodé le parchemin de Sède. Sa théorie est encore plus surprenante. Il affirme que les parchemins prouvent que Marie-Madeleine a fui la Terre Sainte pour gagner la France. Selon lui, elle portait alors l'enfant de Jésus. Et la descendance du Christ aurait donné naissance à la dynastie des rois mérovingiens, dont Pierre Plantard est le dernier survivant. Lincoln rappelle qu'à l'époque médiévale, le Saint Graal était appelé sang Gréal. Selon lui, il désignait le sang réal, c'est-à-dire le sang des rois. Voilà, affirme-t-il, le secret de Sonnière. Lincoln est invité par une chaîne de télévision américaine pour exposer ses découvertes. The mystery which triggered the discovery which we eventually made, which triggered the whole course of research, was concerned with a small village in France where a priest had apparently found a treasure.
we looked into the history of that area, and the Grail kept surfacing. And the Grail, in turn, leads us into the bloodline. La lignée était le Saint Graal. Et Saunière avait découvert son existence sur les parchemins. Ces révélations étaient susceptibles d'ébranler les fondements mêmes de l'Église catholique. Ça a fait l'effet d'une bombe, pour de nombreuses raisons. Non seulement Jésus avait eu une descendance, ce qui en soi suffit à bouleverser notre manière d'appréhender le Christ et le christianisme, mais en plus, sa descendance était encore vivante. L'histoire racontée dans la Bible serait donc incorrecte. Et l'origine de la lignée serait la source de la fortune de l'abbé. Saunière ne serait pas devenu riche en découvrant l'or de Blanche de Castille. Le Vatican aurait simplement acheté son silence à prix d'or. Mais un an plus tard, on apprend que les parchemins sont des faux. En réalité, ils ne sont que les accessoires d'un canular élaboré par Plantard et de Sède. Le malheureux Lincoln, lui, n'est pas un complice, mais une victime de la supercherie. Oh là là, on lit ce livre, hein. Putain, mais on prend un coup de poing dans la gueule, mais c'est pas possible. On nous parle de mérovingiens, on nous parle de l'ordre de Sion, on nous parle de gens qui surveillent, on nous parle d'un tas de choses. On dit, mais c'est pas possible, parce que ça... Et nous voilà partis sur tous ces chemins. En réalité, De Sède nous avait tendu des pièges. Il avait mis des hameçons au bout de la ligne pour qu'on morde l'hameçon. Quelles étaient leurs motivations? Personne ne sait. Certains ont suggéré que cela pouvait être une performance artistique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 20 ans plus tard, le canular renaît de ses cendres et devient le postulat de départ d'un des livres les plus vendus du XXe siècle. Da Vinci Code de Dan Brown réinvente brillamment les affabulations de Plantard et de Sède sur le prieuré de Sion et la lignée du Christ. Tous ces chercheurs à la fois de trésors et tous ces écrivains, c'est une manne extraordinaire, l'affaire de Rennes-le-Château. Vous comprenez bien que c'est beaucoup plus vendeur, dans le cadre de ce mystère, de dire que Béranger Saunière avait un terrible secret. Mais si Saunière n'est pas devenu riche en faisant chanter le Vatican, d'où provient sa fortune? La version de Corbus selon laquelle il aurait découvert le trésor de Blanche de Castille semble peu convaincante. En effet, il n'existe aucune trace écrite de l'existence d'un tel trésor. Même si Louis IX a bel et bien été capturé, sa rançon a été payée et il a été libéré. Mais alors, quelle est la source de la fortune de l'abbé? La réponse se trouve peut-être dans les 150 mandats postaux reçus par Saunière quotidiennement. Son procès a révélé une sordide réalité. Les lettres ne contenaient pas les recettes de la vente de pièces d'or, comme l'affirmait Marie Desnarnaud. Devant l'officialité, Saunière est accusé de trafic de messes. En effet, par correspondance, il vendait des messes aux 4 coins du monde. L'Église autorise un prêtre à prononcer 3 messes quotidiennes. Mais la congrégation et les fidèles de Saunière lui en réclamaient des centaines chaque jour. Une véritable mine d'or. Alors, comme il a trafiqué les messes, hein, il était très fort. Il a inventé un truc au niveau de communication qu'on se sert aujourd'hui, mais à l'époque, personne ne faisait ça. Il faisait passer des annonces dans les magazines de l'époque, dans la ville des Chaumières, dans les trucs. Il disait un pauvre curé d'un pauvre village a besoin de messes pour refaire l'église, qu'il faut réparer, tout ça. Il a reçu beaucoup d'argent.
Son secret était enfin exposé au grand jour. Saunière n'était qu'un escroc sans scrupules. Béranger Saunière a ce tempérament qui veut faire feu de tout bois. Donc, dès qu'il a un moyen d'avoir une ressource financière, il va utiliser ce moyen. Parce que l'abbé Saunière a gagné le maximum de sa fortune en faisant du trafic de messe. Mais il était aussi négociant en alcool, il était négociant en huile, il était éditeur de cartes postales. Il a fait de l'argent avec tout, il a fait beaucoup, beaucoup d'argent. Mais si Saunière n'était qu'un malfaiteur, pourquoi Marie, sa gouvernante, a-t-elle affirmé qu'il avait découvert un trésor? Les paysans du village voyaient que le curé construisait une belle villa, qu'il achetait tous les terrains, qu'il donnait des sous à tout le monde. C'était quand même assez bizarre. Et Marie, elle était très maligne, Marie. Pour donner le change, elle disait « le curé a trouvé un trésor ». Comme ça expliquait tout. Marie avait une autre raison de mentir. Des décennies après la disparition de Saunière, Marie n'a plus d'argent. Cette histoire de trésor lui permet de tendre un piège irrésistible à Noël Corbu. Mais là, elle est maligne, la Marie. La Marie, elle a toujours peur parce qu'elle n'a pas d'argent, elle n'a rien. Elle dit, si un jour ça leur prend à ces gens qui me jettent à la rue, ils pouvaient la jeter à la rue, elle se retrouve toute seule. Et pour les entretenir, et il lui dit, Monsieur Corbu, à la fin de ma vie, je vous dirai un secret qui vous rendra puissant. Corbu était-il assez naïf pour tomber dans le piège de Marie? Ou lui-même jouait-il un double jeu? Corbu était un homme d'affaires qui avait bien réussi. En investissant à Rennes-le-Château, il a trouvé le moyen de faire du village un lieu d'attraction mondiale. Il savait très bien que peu importe la nature du mystère, plus il faisait de battage autour de cette histoire, plus les touristes affluaient. À l'arrivée de Corbu, Rennes-le-Château accueillait environ 200 vacanciers par an. 70 ans plus tard, grâce au récit de Marie Desnarnaud et Noël Corbu, aux différents livres dont celui de Dan Brown, le village reçoit chaque année la visite de dizaines de milliers de touristes venus s'abreuver des histoires de trésors médiévaux. Et même si cette merveilleuse histoire n'est que pure invention, nombreux sont ceux qui continuent les recherches pour découvrir le trésor de Rennes-le-Château ou percer le mystère de la fortune de l'abbé Saunière. Aussi parce qu'on a l'impression, quand on vient à Rennes-le-Château, qu'on peut résoudre l'énigme. Et ça, je pense que c'est un facteur important dans le succès planétaire de l'affaire de Rennes-le-Château. C'est-à-dire que c'est un jeu auquel on peut participer. Et puis, c'est une histoire qui fait rêver. On a besoin de rêves, qu'importe la vérité, pourvu qu'on ait le mystère.